Jeanne d'Arc est une des plus grandes figures de l'histoire de France. Condamnée au bûcher, on croyait ses restes définitivement perdus après leur dispersion dans la Seine. Mais en 1867, un pharmacien dit avoir retrouvé une partie de ses ossements. C'est un peu comme une enquête policière. On a des restes humains. À qui appartiennent-ils? Certains pensent qu'il s'agit d'un canular. D'autres sont convaincus de leur authenticité. Un des plus grands médecins légistes français, le docteur Philippe Charlier, se passionne pour cette affaire mystérieuse et macabre. Pour moi, ce ne sont pas simplement des os, ce sont des patients. L'enquête va mettre ses compétences à rude épreuve. Il va organiser l'autopsie d'une icône internationale qui marquera la rencontre de la science avec la légende. Ça vous relie au passé d'une manière très inattendue. Voici la quête de Philippe Charlier, l'homme qui a décidé de faire toute la lumière sur l'affaire des reliques de Jeanne d'Arc. Paris 2006. Le docteur Philippe Charlier est médecin légiste. Ses patients sont les morts de la capitale française. Il dissèque leur corps à la recherche d'indices sur les circonstances de leur décès. Mais c'est aussi un des plus fins limiers de France. Il est surnommé l'Indiana Jones des cimetières. Il se passionne pour les affaires non résolues, des reines, des rois, leurs maîtresses. Tous morts depuis longtemps, mais dont la disparition est enveloppée de mystère. Je suis médecin avant tout, pas archéologue ou anthropologue. Ce ne sont pas simplement des os pour moi, ce sont des patients. Je les considère comme n'importe qui que je croiserai dans le métro ou dans la rue, sauf qu'ils sont morts, bien sûr. Il a notamment eu comme patient le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, et le roi de France, Henri IV. Leurs restes, même infimes, renfermaient des secrets du passé. Même un os minuscule, pour moi, c'est un patient. Tous ces corps sont des patients. Et quand je regarde leurs os, c'est comme si je consultais leur dossier, comme un livre d'histoire. Philippe Charlier était voué à devenir chasseur de légendes. Tout commence au cours d'un voyage dans la ville italienne de Pompéi, alors qu'il n'a que 7 ans. L'éruption du Vésuve en 79 avant Jésus-Christ a enseveli cette cité sous une pluie de cendres brûlantes, figeant une civilisation dans le temps. Je me souviens du cadavre d'une femme. C'était très important pour moi. J'étais face non pas à un squelette, mais à une personne morte, en 3 dimensions. Et j'avais envie de faire en sorte qu'elle me parle. À 10 ans, il trouve le crâne d'une personne décédée 1300 ans auparavant. Le jeune garçon voudrait que les morts lui racontent leur histoire, qu'ils lui parlent à travers leurs restes. Ainsi, il décide d'en faire son métier. En tant que médecin légiste, il sait qu'il pourra rechercher la vérité derrière les disparitions les plus célèbres de l'histoire. En 2006, Philippe Charlier vient de boucler sa dernière affaire. Il se rend au musée de Chinon, dans le centre de la France, pour remettre les restes médiévaux de la maîtresse d'un roi. Et c'est par hasard qu'il tombe sur son prochain patient. À 50 cm de ces restes se trouvaient les prétendues reliques de Jeanne d'Arc. Il vient de mettre la main sur une boîte oubliée depuis longtemps. Elle contient des ossements. Mais ce ne sont pas des restes ordinaires. Selon la légende, il s'agirait de ceux de la sainte patronne Jeanne d'Arc. Mais comment ont-ils atterri à Chinon? Le médecin apprend que ces os ont été trouvés à Paris en 1867. Des quartiers entiers de la capitale ont alors été démolis pour l'une des plus ambitieuses transformations urbaines jamais entreprises.
Le docteur Charlier voulait savoir d'où il venait et il a découvert qu'en 1867, un pharmacien avait vidé son grenier et trouvé ses restes. Près de la place de la République, un pharmacien range le grenier de sa boutique avant sa démolition et il fait une découverte extraordinaire. Il trouve des flacons contenant des os et un morceau de tissu. Sur le bouchon de l'un d'eux est écrit « Les restes de Jeanne d'Arc ». L'Église catholique se saisit immédiatement de l'affaire. L'Église catholique a fait analyser les restes pour voir s'ils avaient pu appartenir à Jeanne d'Arc ou non. Ils ont plus ou moins admis que c'était possible, mais ils n'étaient pas catégoriques. Le clergé apporte les restes à Chinon pour les mettre en sécurité et ils finiront par être exposés dans le musée local. Ces reliques ont ensuite été laissées sur une étagère pendant près de 150 ans, jusqu'au jour où Charlier les a redécouvertes. Le docteur Philippe Charlier a peu d'éléments sur lesquels travailler. Un bout de côte humaine, un fragment de vertèbre, l'extrémité du fémur d'un chat, un étrange lambeau de tissu et ce qui ressemble à des morceaux de charbon. Cette énigme s'annonce particulièrement difficile et il va avoir besoin d'une équipe de choc pour espérer la résoudre. C'est un peu comme une enquête policière. On s'appuie sur un ensemble d'experts et de nombreuses méthodes d'analyse différentes pour déterminer si ces reliques appartiennent ou non à Jeanne d'Arc. C'était intéressant d'étudier ces os qui étaient complètement noirs et qui avaient pu être brûlés. Les os noircis rappellent immédiatement à Philippe Charlier une leçon d'histoire que tous les élèves français apprennent à l'école. Jeanne d'Arc était une bergère. Elle est arrivée de nulle part. Elle est sortie de l'anonymat et elle a fait irruption dans l'histoire de France de manière tout à fait inattendue. Elle a commencé à entendre des voix et ces voix étaient celles des saints. Les voix lui disaient qu'elle était la Vierge qui allait sauver la France et que sa mission consistait à faire en sorte que le vrai roi de France, le dauphin Charles, soit couronné. Nous sommes en 1422. La France et l'Angleterre se livrent une lutte acharnée. Le conflit dure depuis si longtemps qu'il a été baptisé la guerre de 100 ans. Le roi français Charles VI vient de mourir et les Anglais sont bien décidés à empêcher son fils Charles d'accéder au trône. En 1429, Jeanne d'Arc se rend au château de Chinon pour rencontrer le dauphin. Elle explique au prince français qu'elle est là pour vaincre les Anglais, le sacré roi, et restaurer la paix. On ne sait pas exactement ce qu'elle a dit au dauphin, ni comment elle a réussi à le convaincre qu'elle était bien la Vierge qui allait sauver la France. Quoi qu'il en soit, elle obtient gain de cause. Jeanne devient le conseiller militaire du prince. Elle a tout juste 16 ans. Elle semblait disposée à faire la guerre, ce qui est très surprenant. Elle semblait capable d'assurer le commandement militaire. Elle portait un étendard qui était son emblème et son symbole. Jeanne d'Arc réussit à écraser les armées anglaises et le dauphin devient le roi de France Charles VII. Mais un an plus tard, en 1430, Jeanne d'Arc est arrêtée en pleine bataille par des soldats français pro-anglais avant d'être trahie par le roi qui refuse de payer sa rançon.
Charles VII sait qu'elle est devenue dangereuse. L'Église est convaincue que les voix qu'elle a entendues n'étaient pas celles des saints, mais du diable. Elle n'était plus digne d'être soutenue. Le roi ne devait pas avoir l'air de devoir quoi que ce soit, et surtout pas son royaume ou sa couronne, à une personne accusée d'hérésie. Jeanne est emprisonnée. Elle refuse de renier les voix qu'elle a entendues, certaines qu'elles sont la parole de Dieu. Les autorités religieuses restent inflexibles. Elle déconcertait ses interrogateurs. Elle les traitait avec ce qu'ils considéraient comme un manque de respect total, en leur disant qu'ils ne pouvaient pas avoir de réponse maintenant, qu'ils devaient patienter une quinzaine de jours, car les voix lui auraient parlé d'ici là et qu'elle serait alors en mesure de leur communiquer le message de Dieu. Mais comme le clergé ne participait pas à cette communication avec Dieu, c'était forcément hérétique. Après son procès, elle est déclarée coupable d'hérésie. Ces juges ne font preuve d'aucune clémence. Le châtiment réservé à l'hérétique qui refuse obstinément de se rétracter est sans pitié. C'est la mort sur le bûcher. Le 30 mai 1431, Jeanne est attachée au bûcher élevé sur la place du Vieux Marché de Rouen. Une foule compacte s'est réunie pour assister au spectacle. Le bûcher est allumé. Il faudra 3 tentatives pour réduire son corps en cendres. Ces restes ont été dispersés dans la Seine. Il était de la plus haute importance qu'il ne reste aucune relique. « 575 ans plus tard, Philippe Charlier tient entre ses mains un flacon sur lequel est écrit « Reste trouvé sous le bûcher de Jeanne d'Arc, pucelle d'Orléans ». Son corps a-t-il pu survivre au feu? Pour le médecin, c'est une occasion unique d'étudier les reliques d'un des plus célèbres personnages historiques français. En tant que pathologiste, Charlier a analysé de nombreux fragments de corps anonymes retrouvés par la police. Il sait qu'il existe un test infaillible. Le test ADN a été considéré comme la réponse à toutes les questions, en particulier concernant le passé. L'analyse de la structure ADN est le meilleur moyen de déterminer si ces os appartiennent effectivement à Jeanne d'Arc. Présent dans toutes les cellules animales et végétales, l'ADN contient des informations génétiques cruciales, transmises de génération en génération. Si Charlier parvenait à extraire de l'ADN intact dans ses restes humains, il pourrait déterminer le sexe de la personne et comparer son profil ADN avec celui de ses descendants encore vivants. Il sait que l'ADN peut être conservé dans les restes humains pendant des centaines, voire des milliers d'années. Il envoie donc un échantillon d'os à des spécialistes de la génétique médico-légale. Si les restes sont féminins, il essaiera d'obtenir l'ADN de parents encore vivants aujourd'hui, afin d'établir un lien génétique avec les ossements. L'analyse ADN se pratique depuis environ 25 ans dans le domaine des squelettes archéologiques. C'est en 1989 que de l'ADN a été extrait pour la première fois d'un os. Charlier attend fébrilement les résultats. Si les os sont masculins, son enquête s'arrêtera brutalement. S'il s'était agi d'un homme, on en aurait conclu que ces restes n'étaient pas du tout ceux de Jeanne d'Arc. Le médecin finit par recevoir le coup de fil tant attendu, et c'est une mauvaise nouvelle. Les scientifiques n'ont réussi à extraire aucun ADN. Le projet d'analyse génétique de ses descendants tombe à l'eau.
L'absence d'ADN est un mystère. Est-il possible que la chaleur intense émanant par exemple d'un bûcher ait pu le détruire? Il y a deux explications à l'absence d'ADN. Soit il s'est dégradé au fil du temps, soit il a été détruit. C'est très rare de réussir à extraire un ADN préservé sur des os qui ont été incinérés. Philippe Charlier soupçonne que les techniques scientifiques de pointe ne lui fourniront pas les éléments nécessaires à la résolution de cette affaire. Pour éclaircir le mystère des reliques de Jeanne d'Arc, il sait qu'il va devoir faire preuve d'imagination. Il a une idée radicale et inédite. Et pour la mener à bien, il a besoin d'un des nez les mieux entraînés de France. Je suis parfumeur. Je crée des parfums. J'ai senti énormément de choses dans ma vie. Et j'ai une passion pour les odeurs agréables comme les fleurs, les fruits, les épices, le bois, etc. Un jour, quelqu'un m'appelle et me dit « Bonjour Jean-Michel, je suis médecin. Je travaille dans un hôpital. Et j'enquête sur les supposées reliques de Jeanne d'Arc. Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Je voulais utiliser le nez de parfumeur. Ce sont des nez professionnels, mais aussi artistiques. Je voulais qu'ils sentent ces restes et qu'ils me disent s'ils avaient été brûlés ou non. Sentir les reliques pour savoir s'il y a des traces de brûlure, c'est formidable. Il faut utiliser tous les moyens possibles. L'odorat consiste à détecter des molécules volatiles qui sont dans l'air. Parfois, quelques molécules suffisent pour qu'on puisse les sentir. Elles entrent dans votre nez et votre nez envoie une information olfactive à votre cerveau. Comme le palais du sommelier qui goûte le vin, le nez de Jean-Michel Durier est habitué à déterminer la nature des odeurs. Il sera le premier à analyser les reliques. Il rencontre Philippe Charlier au laboratoire de l'hôpital. Certains flacons n'ont pas été ouverts depuis au moins 30 ans. Le médecin espère que l'odeur sera suffisamment concentrée pour être probante. On mettait notre nez sur les bouteilles avec beaucoup de précautions, comme si la personne était encore vivante et qu'on ne voulait pas la déranger. Excusez-moi madame, puis-je sentir vos os brûlés? C'était un peu bizarre. Le parfumeur sent le fragment de côte. Connaissant l'histoire de Jeanne d'Arc, je m'attendais à sentir une odeur de brûlé. Et j'étais surpris, car je n'ai rien senti de tel. Il n'y a aucune odeur de brûlé. Jean-Michel Durier détecte néanmoins un parfum léger mais dense. Preuve que les reliques sont vieilles. Un parfum est composé de molécules appelées notes, qui ont différents poids. Les notes de tête dégagent l'odeur la plus forte, mais elles sont tellement légères qu'elles s'évaporent en quelques minutes. Les notes de fond sont les plus lourdes et peuvent persister plusieurs heures et parfois même plusieurs siècles. Ce qu'on appelle les notes de tête, ce sont les notes volatiles. Elles avaient complètement disparu. Ce que je sentais appartenait plutôt à ce qu'on appelle les notes de fond, qui sont très lourdes et plus douces. Curieusement, la note de fond sent la vanille. J'ai senti une sorte de note de vanille. Est-il possible qu'un os brûlé sente la vanille? Ce parfum de vanille est un indice intéressant. Il est lié à l'odeur que dégagent les corps en décomposition. La vanilline est en lien direct avec la décomposition et la putréfaction. Ces restes étaient encore en train de se décomposer et de se putréfier. Mais cette odeur n'exclut pas que le corps est brûlé sur un bûcher. Les reliques peuvent quand même être celles de Jeanne d'Arc. Cette odeur de vanille ne voulait pas forcément dire que le corps n'avait pas été incinéré, car les os brûlés peuvent se dégrader à la suite de l'incinération. Philippe Charlier doit vérifier que les os ont bien été brûlés.
chercher des preuves d'une exposition directe à la chaleur intense des flammes. Et pour y arriver, il a besoin d'une vision radioscopique. Il demande à des radiologues de passer les reliques dans leur scanner, habituellement utilisés pour analyser des corps vivants, des organes et des tumeurs. Cette analyse par des rayons X produit des images en coupe d'un objet ou d'un corps. Ces images sont ensuite reconstruites pour obtenir une image en 3 dimensions. Philippe Charlier veut balayer les fragments d'os sous différents angles afin de générer un modèle en 3 dimensions, ce qui lui permettra d'observer l'intérieur et l'extérieur des os dans leurs moindres détails. Et il a une astuce pour identifier les éventuelles traces de brûlure sur les reliques. Charlier disposait d'échantillons d'os de grands brûlés. Il pouvait ainsi comparer ce qu'il découvrait sur les reliques avec des victimes modernes. Les corps qui ont été brûlés dans une voiture, par exemple, subissent un processus de décomposition similaire à celui que les os de Jeanne d'Arc ont subi. Le médecin examine les reliques et les os récents à la recherche de fissures dans leur structure. Ces fissures apparaissent quand les os sont exposés à des températures supérieures à 70 degrés et que le collagène de l'os commence à se désintégrer. Pour déterminer si ces os avaient été brûlés, il fallait voir si on pouvait identifier de petites fractures. Les modèles en 3 dimensions sont générés sur un écran et le médecin légiste obtient sa réponse. Il n'y avait absolument aucune trace de brûlure à l'écran. Ce résultat suggère que les reliques n'ont pas été brûlées. Mais Philippe Charlier se demande si la légende de Jeanne d'Arc ne pourrait pas fournir une explication. Il faut 500 kg de bois et 5 heures pour brûler un corps. Et il aurait fallu 3 tentatives pour brûler entièrement le cadavre de Jeanne d'Arc. Elle est morte pendant le premier feu, sans doute d'empoisonnement au monoxyde de carbone. Mais les flammes n'ont pas détruit son corps. Le corps était presque intact. Seules les extrémités des doigts et des doigts de pied étaient brûlées. C'est pour ça que les Anglais et les autorités ont voulu la brûler une 2e fois. On allume alors un 2e bûcher. Les bras, la tête et les jambes de Jeanne d'Arc sont brûlés. Mais pas son torse qui contient les organes les plus humides, les poumons, le cœur, le foie et les intestins. Peut-être qu'après le 2e bûcher, il ne restait plus que le torse, parce qu'il contient de l'eau. Et donc un 3e feu a été nécessaire pour se débarrasser du reste du corps. Les restes d'os doivent donc provenir du torse de Jeanne d'Arc. Le médecin se demande s'ils ont pu être sauvés du 3e feu, qui a finalement consumé son corps tout entier. Il y a 2 explications possibles à la conservation de ces reliques de Jeanne d'Arc. La première, c'est que le bûcher ne se trouvait pas au sol, mais en hauteur, et que des fragments ont pu tomber par terre. Ces fragments ont-ils pu être récupérés par la foule? Ou bien le corps de Jeanne d'Arc a-t-il réagi au feu, comme au cours des cérémonies funéraires hindoues ou des crémations modernes? Son torse a-t-il explosé? L'autre explication, c'est l'explosion du corps de Jeanne d'Arc. Une grande quantité de gaz s'accumule à l'intérieur du tronc. La pression augmente avec la chaleur et il finit par exploser car les poumons et les côtes ne peuvent pas supporter une pression aussi importante. C'est un phénomène connu. Les corps explosent quand on les brûle. Donc sa 2e explication est plausible. La théorie de Philippe Charlier permet d'expliquer pourquoi les os n'ont pas brûlé, mais la 2e découverte du radiologue vient la contredire. Une mystérieuse substance noire s'est infiltrée dans les os. C'est donc qu'à un moment donné, cette substance a été très chaude. Pour s'infiltrer dans l'os, la substance noire devait être liquide, ce qui implique qu'elle a dû connaître une température élevée.
Le docteur Charlier l'a observé avec son microscope pour savoir ce qu'il y avait exactement à l'intérieur. Le médecin prélève des échantillons de cette couche noire sur les reliques. Si les os ont été exposés au feu, il devrait observer des particules de charbon au microscope. Il a trouvé beaucoup d'éléments, notamment des globules rouges, des fibres végétales, un poil de chien et diverses autres choses, mais pas de charbon. L'analyse de Philippe Charlier révèle néanmoins que cette substance est une résine. On a vu que c'était un mélange de matières organiques putréfiées et d'une quantité importante de pollen. Les grains de pollen et les spores fongiques lui ont permis d'établir qu'il s'agissait d'une résine de pin. Le médecin sait que la résine de pin a été utilisée pendant des millénaires pour conserver les corps. S'il s'agit des restes de Jeanne d'Arc, quelqu'un les a-t-il plongés dans la résine pour les empêcher de se décomposer? Philippe Charlier veut savoir si toutes les reliques sont recouvertes de cette résine. Renferment-elles des secrets sur les circonstances de la conservation des os? Il contacte alors un collaborateur de longue date à l'hôpital Lariboisière de Paris, le toxicologue Joël Poupon. Je connais Philippe Charlier depuis plus de 10 ans. Et quand il veut quelque chose, il l'obtient. Il est très persuasif et il est impossible de lui dire non. À l'écouter, tout est possible. Contrairement à son confrère, les patients de Joël Poupon sont généralement vivants. Ils recherchent des traces chimiques d'empoisonnement ou de certaines maladies dans leur organisme. Mais il peut aussi tirer des informations de vestiges archéologiques. Il a contribué à la résolution de quelques-unes des affaires les plus complexes de Philippe Charlier. Mais cette fois, c'est une première pour lui. Les reliques d'une sainte imprégnée de résine. Sur tous les os, nous avons retrouvé un enrobage de couleur brun foncé. Et c'était très intriguant. On voulait savoir si cette matière était la même pour tous les échantillons et ce que c'était exactement. Le toxicologue va tenter d'établir la composition chimique exacte de la résine qui recouvre les reliques. Sont-elles toutes recouvertes de la même substance? Il a également utilisé 2 échantillons témoins. L'un était composé de 2 os issus de crémation moderne. L'autre était un fragment de peau séchée. Le médecin légiste exige la plus grande discrétion. Joël Poupon n'a pas le droit de dire un mot sur ce travail. Je ne savais pas qui travaillait sur cette enquête. Et il ne fallait pas en parler à la presse et aux médias. Pour identifier les composants de la résine, le toxicologue doit dissoudre les échantillons dans de l'acide chauffé à 5000 degrés. On met l'échantillon avec l'acide dans le micro-ondes et on le chauffe et tout est dissous. Ce n'est pas tout à fait la même chose que dans votre cuisine, mais c'est le même principe. Ensuite, Joël Poupon passe le liquide dans son spectromètre qui permet d'identifier et de compter les atomes dans les échantillons. Philippe Charlier veut être informé des résultats au plus vite. Philippe Charlier est très impatient, surtout pour ce type d'analyse très importante. Il veut connaître les résultats le plus vite possible. Donc il m'a appelé et il m'a dit « Joël, quels sont les résultats? J'en ai besoin demain !» Le résultat est clair. Le toxicologue a prouvé que les reliques sont toutes recouvertes de la même résine. Mais c'est également le cas du fragment de peau anonyme. D'après ces analyses, il semblait y avoir 2 groupes différents. L'un correspondait aux crémations modernes, l'autre aux reliques et à l'échantillon de peau. Les reliques et l'échantillon de peau contiennent beaucoup de fer et de phosphore. Preuve supplémentaire que les os se sont décomposés et n'ont pas brûlé. Les taux élevés de phosphore et de fer dans les reliques et la peau indiquent l'existence d'un processus de décomposition dans les muscles et la peau. Les os plus récents ont une composition chimique différente. Ils n'ont pas de lien avec la résine des reliques.
Philippe Charlier peut maintenant révéler l'origine de ce fragment de peau. Docteur Charlier a fini par dire à Poupon que cet échantillon de peau provenait d'une momie égyptienne. Le médecin légiste a fait analyser cet échantillon de peau car il avait une idée derrière la tête. Les reliques sont peut-être recouvertes d'un type de résine utilisé par les Égyptiens de l'Antiquité. Et il s'avère qu'il avait raison. C'est une avancée capitale dans l'enquête. Ce mélange noir était composé de bitume et du dépôt laissé par une mixture utilisée pour l'embaumement des morts. Ces résultats confirmaient qu'on avait une sorte d'unité. La substance était la même pour tous les échantillons. Philippe Charlier est bien décidé à déterminer si ces reliques sont celles de Jeanne d'Arc. Et il sait qu'il existe une méthode qui pourrait l'aider à remonter le temps. Zurich, en Suisse. Les scientifiques de ce laboratoire sont des spécialistes mondiaux de la datation des restes humains grâce à l'analyse d'une molécule radioactive, le carbone 14. D'une certaine façon, nous sommes radioactifs par nature. Notre atmosphère, notre planète est exposée aux radiations cosmiques. Et ces particules cosmiques finissent dans tous les organismes vivants, y compris notre corps. On trouve du carbone 14 dans toutes les cellules de notre corps. Et à notre mort, il fonctionne comme une horloge. Comme il est radioactif, le carbone 14 se décompose à un rythme connu. Il suffit aux scientifiques de compter le nombre de molécules restantes dans les os pour pouvoir déterminer quand la personne est morte. On voulait évidemment connaître la datation des reliques. On voulait savoir si la période pouvait correspondre à celle de Jeanne d'Arc. Dès qu'on meurt, les atomes de carbone 14 ne sont plus remplacés. Et c'est à ce moment-là que l'horloge se met en marche. Grâce à ça, on peut calculer l'âge. On prend l'échantillon, on le brûle au gaz carbonique, on purifie le gaz, puis on le réduit à son état pur, le graphite. Ensuite, on introduit la poudre de graphite dans des capsules. Les capsules sont placées dans un accélérateur. Philippe Charlier veut savoir si les reliques remontent ou non au Moyen-Âge. Mais il veut aussi connaître leur origine géographique. Il fait donc appel à Christophe Moulera, un historien des textiles, afin d'analyser le tissu retrouvé dans le flacon. Philippe m'a appelé pour me dire « Christophe, j'ai un fragment des reliques de Jeanne d'Arc. » Il voulait tirer le plus d'informations possible de tout ce dont il disposait. Et l'historien va se trouver face à un des cas les plus complexes de sa carrière. L'analyse du textile est très importante. On pouvait découvrir quand et où il avait été fabriqué et de quelle étoffe il s'agissait. Il ne dispose que d'un petit bout de tissu partiellement recouvert de la résine embaumante retrouvée sur les os. Ce tissu était fragile. Il mesurait 10 cm de long, avec une coloration noirâtre et brunâtre, et des formations noires incrustées d'un côté du tissu. Christophe Moulera veut connaître la composition de ce tissu, mais aussi sa contexture, c'est-à-dire la manière dont il a été tissé, ce qui lui permettra peut-être d'établir un lien avec les textiles médiévaux. En l'analysant, j'ai découvert qu'il s'agissait d'un tissu en lin. Un beau tissu, de très bonne qualité. Et quand j'ai compté les fils, j'en ai trouvé 24 par centimètre. Le fragment est en lin, avec 24 fils par centimètre carré. Un tissu noble et très répandu en Europe depuis environ 1000 ans. Mais en l'examinant au microscope, un détail étrange interpelle l'œil exercé de l'historien.
Il sait qu'à partir du 7e siècle, le fil européen est filé en Z. Or, le tissu qu'il analyse est filé dans le sens inverse, en S. Le fil utilisé pour fabriquer un tissu était toujours filé en Z. Et dans notre cas, c'était en S, dans la direction opposée. J'ai trouvé ça très bizarre. Il s'attendait à un filage en Z et il a découvert un filage en S. Donc il s'est demandé d'où pouvait provenir ce tissu. Il ne correspond à aucun tissu fabriqué en Europe, mais Christophe Moulera a déjà vu ce type de filage. Tous les textiles du Moyen-Orient sont filés en S. Ce tissu a-t-il pu être exporté en France au XVe siècle, depuis le Moyen-Orient? L'étrange fémur de chat retrouvé dans les reliques pourrait-il livrer d'autres indices? Philippe Charlier a entendu dire qu'à la fin du Moyen-Âge, certaines personnes croyaient que le diable pouvait se transformer en chat. Ces animaux étaient associés à la sorcellerie et l'hérésie. Selon la rumeur, on les jetait sur les bûchers où les sorcières étaient brûlées. Au moins 12 000 hérétiques sont morts sur le bûcher, en Europe et en Amérique, entre le XIVe et le XIXe siècle. La mort de Jeanne d'Arc est une des mieux documentées. Pourtant, il n'est fait aucune mention d'un chat. Quand on a vu le fémur, au départ, on n'était pas sûr qu'il provienne d'un chat. On a voulu le montrer à un spécialiste. L'archéozoologiste Marilène Patou-Matis mesure le fémur. Patou-Matis a travaillé sur le fragment de fémur. Les gens qui étudient les restes humains ont de la chance, car ils n'étudient qu'une seule espèce. Là, il fallait déterminer à quelle espèce cet os appartenait et de quel os il s'agissait, et éventuellement déterminer l'âge de l'animal à sa mort. Elle a réussi à établir la longueur totale du fémur, et en l'analysant, elle en a conclu que ce fémur n'appartenait pas à une espèce de chat domestique européen, mais qu'il devait être originaire d'un pays comme l'Égypte. L'équipe chargée de la datation au carbone 14 mettra 4 semaines à effectuer les tests et analyser les données. Le résultat dissipe tous les doutes. On a estimé que l'âge de cet objet était d'au moins 2355 ans. Il date d'une période très ancienne, entre le 7e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Les os sont beaucoup plus anciens que Jeanne d'Arc. Ils la précèdent de 600 à 1000 ans. Les enquêteurs ont désormais une réponse claire. Les reliques sont fausses. Ces restes ne sont pas ceux de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a existé, mais ces restes ne se trouvent pas dans ce flacon en verre. On a maintenant les derniers résultats des analyses des reliques. Ils n'appartiennent pas à Jeanne d'Arc. Mais alors, à qui appartiennent-ils ? Le fémur de chat appartient à une race importante qu'on trouve notamment en Égypte. Et le filage du tissu permet d'établir un lien avec le Moyen-Orient. Les os ont été embaumés avec une résine semblable à celle utilisée par les Égyptiens de l'Antiquité. Et la datation au carbone 14 prouve que la personne a vécu à l'époque des derniers pharaons. Tous ces éléments suggèrent que le patient de Philippe Charlier est une momie égyptienne. Ces restes ne sont pas les bons, mais c'est intéressant de savoir quand ils ont été créés, à partir de quels objets et de quelle manière cette contrefaçon a été faite. Pour Philippe Charlier, l'enquête est loin d'être terminée. Il est déterminé à établir dans quel but cette subtile contrefaçon a été élaborée. Le médecin a d'abord été interpellé par l'étiquette manuscrite, prétendant qu'il s'agissait des reliques de Jeanne d'Arc. Ce texte et le flacon en verre pourraient-ils fournir les informations dont il a besoin pour résoudre l'affaire?
Le spécialiste des objets anciens, Robert Montagu, se penche sur cette question. Le bouchon est toujours intact avec une inscription dessus. C'est une sorte de parchemin avec une inscription manuscrite. Reste trouvé sous le bûcher de Jeanne d'Arc, Pucelle d'Orléans. Pucelle est un nom que Jeanne d'Arc s'est elle-même donné au XVe siècle. Mais ce surnom a été remis au goût du jour par Voltaire dans son poème de 1755 intitulé « La Pucelle d'Orléans ». Le verre en lui-même comporte un autre indice. Ces flacons ont été soufflés à la main et coupés net à leur base. Ils étaient conçus pour les scientifiques au XVIIIe siècle et avaient probablement leur place dans une pharmacie. Le flacon en verre a été cassé très récemment, il y a environ 30 ou 40 ans, pas avant. Le flacon ne date pas de l'époque de Jeanne d'Arc, mais du XVIIIe siècle. L'inscription est également récente, mais a été faite dans un style ancien. Le faussaire a tenté d'imiter une écriture ancienne, mais il n'a pas réussi à tromper les spécialistes. Elle ne remonte certainement pas au Moyen-Âge ni au XVIIIe siècle, mais date plutôt du XIXe. Selon Philippe Charlier, le pharmacien n'a pas découvert ces reliques, mais élaboré un faux en 1867 en mettant des restes de momies dans des flacons en verre et en les faisant passer pour ceux de Jeanne d'Arc. Mais pourquoi s'est-il donné tant de mal ? Les reliques apparaissent alors que la société française est en pleine mutation. En 1456, Jeanne d'Arc a été réhabilitée, un nouveau procès l'ayant disculpée de l'accusation d'hérésie. Et vers 1860, elle est devenue un symbole pour trois groupes qui récupèrent sa réputation pour asseoir leur pouvoir. Il faut se souvenir de l'extrême violence des controverses qui divisaient la France à la fin du XIXe siècle au sujet de la séparation de l'Église et de l'État. Jeanne d'Arc est devenue un symbole dans ce conflit. D'un côté, les républicains et le Parti socialiste érigeaient Jeanne d'Arc en symbole du peuple triomphant sur l'autorité oppressive de l'Église. Et de l'autre, les monarchistes catholiques voyaient en elle la sauvegarde d'une royauté chrétienne en France. Après la mort de Jeanne d'Arc, un culte en sa mémoire voit le jour. Et au milieu du XIXe siècle, certains appellent à sa canonisation. Ces prétendues reliques sont découvertes précisément à cette époque. Un petit pharmacien a dû élaborer un faux reliquaire pour le présenter à la commission de béatification à Orléans en disant « Regardez ce que j'ai trouvé chez moi, ce sont les restes de Jeanne d'Arc ». L'Église déclare que les restes sont peut-être authentiques et les envoie à Chinon pour les mettre en sécurité. En 1920, près de 500 ans après sa mort, Jeanne est canonisée. Elle deviendra ensuite la sainte patronne de la France, une héroïne vénérée. Pour Philippe Charlier, les motivations du faussaire semblent logiques. Mais pour boucler l'affaire, il a encore besoin d'éclaircir une dernière part de mystère. Comment une momie égyptienne a-t-elle pu atterrir dans le grenier d'une pharmacie parisienne ? Les momies ont été utilisées à des fins thérapeutiques à partir de l'époque médiévale. En médecine médiévale, les momies étaient utilisées pour soigner différentes maladies, plus particulièrement en lien avec les saignements. On les utilisait par exemple pour le traitement des hémorroïdes. Cette pratique n'a plus cours au tournant du XIXe siècle, mais ce bâtiment aurait abrité une pharmacie pendant plusieurs siècles. Une momie a-t-elle pu être laissée dans le grenier depuis le Moyen-Âge? Ou bien s'y est-elle retrouvée beaucoup plus récemment?
Je pense qu'il y a de fortes probabilités pour que ces reliques égyptiennes soient arrivées en France au cours du XIXe siècle, à la suite des campagnes napoléoniennes. Les guerres napoléoniennes avaient conduit au pillage de nombreux sites. Des corps momifiés d'Égyptiens étaient rapportés en France en très grand nombre. Et il pouvait très bien y avoir des chats momifiés parmi ces momies, étant donné le statut du chat dans la culture égyptienne. Ce ne sont pas des reliques médiévales. L'enquête de Philippe Charlier est maintenant terminée. Il a identifié son patient, un Égyptien de l'Antiquité. L'équipe a mené ses analyses dans le plus grand secret. Mais un an plus tard, il est temps de révéler les résultats au grand public. À la fin de l'étude, quand les résultats ont été présentés aux médias, ça a fait beaucoup de bruit en France. Toute la presse, tous les journalistes en parlaient. J'espérais vraiment que le docteur Charlier découvrirait que ces reliques étaient authentiques. La télé, les magazines venaient nous interviewer. D'un seul coup, c'est devenu une information importante. L'extraordinaire découverte du médecin français fait les gros titres des journaux. Et les restes de la momie sont renvoyés au château de Chinon pour être présentés au public. Les os ne sont pas ceux de Jeanne d'Arc. Mais pour Philippe Charlier et son équipe, cela n'a pas d'importance. Cette étude a montré qu'on pouvait obtenir des informations très détaillées à partir de minuscules fragments. Elle a prouvé que la science pouvait résoudre des mystères du passé. Certaines personnes ont été déçues par le résultat de cette enquête. Mais d'un autre côté, je pense que le simple souvenir de Jeanne d'Arc se suffit à lui-même. Le souvenir de Jeanne restera pendant très longtemps. Son courage, sa détermination, son opiniâtreté ont forgé sa réputation. C'est une figure absolument exceptionnelle et remarquable. Les reliques sont beaucoup moins importantes que l'histoire de sa vie. Ça ne change rien concernant la personne de Jeanne d'Arc. Elle est unique, magnifique, exceptionnelle. Ces reliques sont fausses, mais ça modifie en rien le personnage de Jeanne d'Arc. L'enquête de Philippe Charlier n'a pas apporté d'éléments nouveaux sur Jeanne d'Arc. Mais elle a permis de déjouer une des plus intrigantes légendes françaises.